Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and the G. On est à 2 jours après l'UFC 285. Fernand, comment ça va? Bien rentré? Comment est le moral? En Berne. Non, non, mais sérieusement. Je sais pas, moi j'ai l'impression parce que je t'ai parlé après, on était présent à l'événement. J'ai l'impression que tu prends ça avec pas plus de philosophie, mais tu vois, il y a vraiment ce côté, on avance, c'est le passé, maintenant ce qui est fait et faut continuer. Mais il faut. Enfin, à part si tu souhaites que je me suicide, enfin, il faut que qu'est-ce que je peux faire de plus que d'avancer. Donc tu prends les choses, comment dire, tu réfléchis et tu n'as même pas besoin de réfléchir. C'est pas toi qui veux réfléchir, c'est que ton cerveau il est en ébullition et qui il n'arrête pas de tourner. Et tu te poses des questions, tu as envie d'avoir des réponses. Tes amis te posent des questions, la famille te pose des questions, les cercles un peu plus éloignés d'amis et les partenaires te posent des questions. Bah, tu essaies d'y trouver des réponses et tu spécules, tu discutes avec avec tes collègues, avec Cyril, avec tout l'entourage. Et puis, ça se fait par étapes, en fait, comment vous procédez. Et puis, petit à petit, vous voyez vers où ça va et vous commencez à euh, comment dire, décrypter certains trucs et commencer à avoir des pistes et tout, mais en réalité, qu'est-ce que tu veux faire? Non, c'est clair, non, après ça, faut avancer. Ce qui est, on va dire, le plus, c'est on en parlait avec Rusty, là, ce qui se passait avec ce combat Cyril contre John Jones, c'est qu'il y avait tout un pays qui était derrière Cyril. Pour les États-Unis, avec John Jones, c'est un peu différent parce que forcément, le sport est né là-bas, ils ont l'habitude. Là, on avait vraiment ce côté, un Français affronte John Jones, le GOAT, et donc, une nouvelle fois, malheureusement, il y a tout ce retour de bâton qui arrive. Est-ce que là, toutes les réactions qu'il peut y avoir, bonnes ou mauvaises, toi, c'est quelque chose auquel tu t'attendais, auquel tu étais préparé, ensuite on rentrera dans le vif du sujet. Absolument, c'est la base. Plus tu te retrouves sous le feu des projecteurs et plus les critiques vont tomber proportionnellement à ce que tu as eu comme élévation et comme visibilité dessus. C'est tout à fait normal. Après, il y a un peu de tout. Il faut savoir faire le tri. Il faut savoir. Il y a beaucoup de choses qui sont super intéressantes, beaucoup de critiques très constructives, notamment à DM. J'ai reçu des emails assez c'est impressionnant, des courriers notamment du club de lutte de Créteil, par exemple. Il y a un jeune euh, qui est autour de 100 kilos et qui dit qu'il se propose pour venir aider. Et dans et dans l'approche de ce qu'il disait, il y avait des conseils et des approches pas mal. Il y a une sérieuse remise en question. Quand le combat est fini, de la part de nous tous, il y a une véritable remise en question. Et à quel niveau, De... concrètement, par exemple, toi, quand tu parles de remise en question, c'est sur quoi? Ah, c'est surtout parce que tu te poses la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu as envie de trouver des réponses, mais la réalité, c'est que des fois, il n'y a pas de réponse en soi. En réalité, euh, il n'y a pas assez de matière pour pouvoir savoir s'il y a des réponses ou pas. Du coup, on s'attaque plutôt à l'aspect psychologique. Mais ça peut être parce que Jones a été très bon, ça peut être parce que Cyril n'a pas été à son rendez-vous, ça peut être parce que la team de Jones a été très bonne et peut-être la team de Cyril, dont moi, on a été très mauvais. On spécule, on réfléchit, on essaie de trouver les failles, on refait le film en arrière, on recule, on essaie de comprendre où ça n'a pas marché, on va très loin, on va jusqu'à reprendre des notes depuis le début, c'est que le début du camp d'entraînement où 3 semaines avant d'aller aux États-Unis pour le combat de Nassoudine Imavov, on avait déjà démarré les entraînements pour Cyril, puisqu'il revenait de sa blessure. Et donc, je revoyais tout à l'heure les messages et tout le 4 décembre. J'ai rendez-vous avec Cyril et Reda. Ils font les séances de sol depuis déjà novembre.
Cyril a recommencé la préparation physique. Donc, on commence à monter doucement. Mais c'est pas encore un camp spécifique, c'est pas pour un adversaire. On s'entraîne, on remonte tout le fil et on dit à quel moment ça. Est-ce qu'il y a eu un problème dans. Mais c'est très. Comment te dire? Quand tu regardes le combat de José Aldo contre Conor McGregor, où il y a ce coup, cette frappe où José tombe, co- comment tu définis la faute? À qui? À quoi? Comment? Pourquoi? Donc tu te mets à réfléchir, faire le fil des idées. Qu'est-ce qui a fait que il tombe si vite? Parce que tu n'as pas la matière. Tu peux pas dire José Aldo, bah, il a pêché en boxe, il faut qu'il aille faire la boxe. Euh, parce que c'est rapide. C'est certes, il tombe sur un coup de la boxe, mais c'est très rapide. Tu ne sais pas si c'est l'aspect psychologique qui a fait qu'il se jette sur Connor. Bah, dans notre cas, on ne saura pas. Le combat commence plutôt correctement. Ensuite, il y a ces coups dans les parties. Et puis, ça va s'enchaîner très rapidement où il y a le bras arrière qui s'en va. Ensuite, il y a le contact. Et puis, c'est au sol. Bah voilà, on réfléchit, on pense, on se dit Mais je te dis encore en termes d'élaboration, non, les remises en question sont un peu partout. Et c'est ça le problème, c'est que tu te mets à te remettre en question. Faut faire attention de ne pas oublier la réalité, ce que tu fais, ce que tu as pu faire dans ta vie. C'est très dangereux les remises en question si elles sont pas bien calibrées en fait. C'est que tu dis ok, euh, pendant le coaching, la durée dans le coin, est-ce que je n'ai pas assez parlé, je n'ai pas assez gueulé pour expliquer ce qu'il fallait faire, ou est-ce que ce que je disais n'était même pas pertinent, peut-être, mais, mais il y a pas le temps. Il n'y a pas le temps de comprendre ce qui se passe. Il y a cette prise de dos avec gros boucan derrière et puis tout de suite les adaptations à faire ce qu'on a déjà vu. Où on peut retrouver. Toi, tu n'étais pas là, mais je pense que Rusty était là sur les séances d'entraînement où on avait exactement ces thèmes d'entraînement, les thèmes où déjà on privilégie les uppercuts et pas les bras arrière et on travaille dessus. Ensuite, on privilégie le fait de remettre le dos sur la cage, de faire face à l'adversaire. Bon, on a travaillé dessus, on a essayé. Et puis, peut-être que je ne l'ai pas assez dit, peut-être qu'on n'a pas, peut-être que juste on a loupé quelque chose. Je ne sais pas, mais en tout cas, on est en train de remettre tout à plat sur tous les détails de tout le déroulé et ainsi de suite. Et puis voilà. Et donc pour toi là, quand tu vois ça dans sa globalité, le résultat est Fernand qui nous a dit la performance valide la méthode. Là, quand il y a ce qui s'est passé, est-ce que tu aujourd'hui t'arrives à mettre le doigt précisément sur potentiellement quelque chose ou comme là tu l'as dit, ça reste encore pas flou, je vais dire, mais tu vois où t'es toujours en train de chercher. Il y a des axes d'amélioration, mais qui ne permettent pas de déterminer exactement. Je serais un mytho si j'essaie de dire là tout de suite que je sais exactement où appuyer. Et d'ailleurs, comment on fait pour savoir exactement où appuyer? Comment ça, c'est que je vais écouter les personnes qui peuvent aider dessus et puis l'entourage et nous-mêmes et puis avancer. Moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est que ce sont les prises de décision complètes sur tout l'ensemble et sur tous les aspects. Par exemple, on va parler de l'aspect de la lutte ou du sol et donc du coup on est déjà reparti en salle. Déjà on est déjà dans l'action de pouvoir retravailler. Euh, j'ai eu des messages en privé, notamment un message de quelqu'un qui m'a dit Salut, je me présente, je suis aigri et certainement jaloux, vous allez dire ça, mais je vous le dis en tout respect. Je pense que vous devez déléguer, vous avez besoin de déléguer parce que vous ne pouvez pas tout faire et peut-être déjà les gens seront contents parce qu'on vous verra moins Ouais, et ça c'est puis quelque chose qui revient pas mal, ouais. et puis peut-être que ça bon, du coup c'est quelque chose que j'entends mais que je, je, pour être tout à fait honnête, je pourrais même le faire. Genre, parce que ça ne change rien à ma vie, la relation que j'ai avec Cyril aujourd'hui. Si je suis plus son coach là aujourd'hui,
ne changera pas. S'il y a des avantages que j'ai en tant que coach, ça ne changera pas en fait. Ces avantages, je sais que je vais les garder parce que on a une relation amicale de famille et qui fait que coach ou pas coach, ça ne change rien. Et c'est pour ça que je dis, j'ai pas de problème avec ça. La personne qui me dit qu'il faut déléguer, elle ne sait pas encore ce qui se passe. Elle ne sait pas le stade de, 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 de relais et de, comment dire, de délégation de pouvoir qu'on fait déjà. On est très, très, très avancé dessus. On fait vraiment, contrairement à ce que les gens vont penser, c'est que tu as un club où il y a, au MMA Factory, il y a quasiment une centaine d'élèves de haut niveau. Et essentiellement, sur le cas de Cyril, puisque c'est le fer de lance et qui va vers, il se met à représenter toute une nation avec une grosse importance, on lui donne, c'est le seul, quasiment le seul qui a l'attention complète du début de camp, après camp, avant le camp, où il y a une attention complète dessus. Nassoudine et lui ont une priorité sur la visibilité et sur, comment dire, sur le temps de travail qu'on donne, l'entraînement qu'on donne. Ça libère beaucoup de temps déjà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les talents qu'on connaît sur le MMA Factory, tous les grands talents qu'on connaît au MMA Factory, les frères Lapulus, Ibrahim Mané, Baki, Paulin qui va combattre bientôt, tout ce monde qu'on connaît sont tous en train d'être pris en main à un moment donné très précis, un peu en retard, sur moins de 2 semaines, moins de 3 semaines pour corriger ce qu'ils font parce qu'ils ont déjà des coachs qui leur sont affectés. Là, tout à l'heure, je vais aller à la salle entraîner Paulin Béguet. C'est son dernier entraînement, juste pour revisiter un peu ce qu'on a fait comme stratégie. Mais en réalité, je ne lui ai pas donné le temps nécessaire parce que j'avais mis une concentration énorme sur Cyril. Donc, la délégation, elle y est déjà. On sait aujourd'hui que quand je vais parler de sol ou que je vais appeler François Laurent, qui est le responsable du pôle de sol au MMA Factory, qui est le responsable du club d'Infinity, qui a été en 2021 le meilleur club de jiu-jitsu brésilien en France, sur les résultats en tout cas qui ont tout obtenu, bah, c'est lui qui va être chargé de ça. À côté de ça, on a des sparring qui ont été des sparring affectés à Cyril dès le début pour son sol. Reda qu'on connaît déjà, puis comment il s'appelle, Devonte. Bon, il y a toujours plus, hein. Je pourrais ramener Gordon Ryan si vous voulez, mais je pense que le niveau de Cyril est tellement euh, encore jeune en jiu-jitsu brésilien et grappling que quand tu as déjà un mec qui a été qui a un palmarès comme celui de Reda, je ne me rappelle plus exactement c'est quoi son palmarès, mais des têtes, mais tu sais que tu es quand même, comment, attends, je vais voir ça quelque part, est-ce que j'ai ça? Mais en gros, tu sais qu'avec un jeune comme ça, comme Reda, vous avez, il va lui apporter quelque chose, une opposition qui est en match de grappling pur. Si Reda combattait contre Cyril sur un match de grappling pur, on peut dire sans risque de se tromper que Cyril perdrait. Et donc, du coup, si tu as ces sparring-là et que derrière ça, tu le guides et tu les amènes avec un responsable de pôle comme François Laurent, qui, troisième degré sur le juge brésilien, tu peux aller progressivement et te dire, il y a une bonne délégation. Bah, c'est ce qu'on fait aujourd'hui au MMA Factory. La plupart des gars, William Gomis, il est affecté à François Laurent, mais je l'entends, il faut savoir regarder, écouter. Et je pense que même pour moi, pour mon bien, je, j'ai envie de, ça ne change rien pour moi. Concrètement, ça ne changera rien pour moi de faire plaisir à des gens et de prendre du recul. Et pour Cyril, justement, est-ce que quand tu dis, on va dire, avancer pour la suite, est-ce qu'il va y avoir un focus en particulier qui va être mis justement sur la lutte là et par rapport au fameux short qui a fait le tour de la planète avec le Cyril t'es mort après le title shot contre Francis, est-ce que là va y avoir vraiment toi t'as un plan déjà pour Cyril là-dessus et le fait mine de rien aussi d'avoir cette possibilité là d'être
de pas avoir de combat rempli pour Cyril, de prévu pour Cyril dans l'immédiat, et deux, qui reste frais physiquement aussi. C'est épuisant de, euh, de devoir justifier qu'on fait du sol. C'est terrible. C'est épuisant. Je veux dire, à force d'en parler, si vous êtes dans la pédagogie, vous allez mettre une psychose dans sa tête. Ça devient, tu as vu comme tu commences à t'entraîner, ça devient comme un médicament. Tu en deviens malade. Tu n'en peux plus d'entendre parler de ça. Au bout d'un moment, j'ai peur qu'on bascule dedans. Parce qu'on fait tellement de sol, mais on fait tellement de sol, mais celui qui regarde ce qu'on fait observe juste les moments où on a posté un petit bout de vidéo, où on fait un peu de patte d'ours, histoire de mettre du contenu sur les réseaux sociaux, alors que la vraie stratégie, le vrai sol, on le fait en cachette. Mais on fait tellement de sol, c'est que quand tu me dis, est-ce que tu vas mettre un accent sur le sol? J'ai envie de te dire, oui, c'est vrai, on va mettre un accent sur le sol et surtout la lutte, mais j'ai envie de te dire, l'espace qui nous reste à mettre, il y a quasiment plus. Parce que, Guillaume, on a tellement fait la lutte et le sol à s'en user le cerveau. On ne sait plus comment faire pour faire plus que ça de la lutte et du sol. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, faut pas penser que quand Adesanya vient perdre son combat, c'est parce qu'il n'a pas fait de la boxe. Faut pas penser qu'on peut juger un mec sur son échec à défendre une guillotine parce il n'a pas du tout fait de sol. On parle de Gordon Ryan qui est le GOAT pour le sol. Quand il a son étranglement arrière verrouillé par Nicky Rodriguez, ce n'est pas parce qu'il n'a jamais fait de sol. Il a fait le sol, il a fait une erreur, le gars est dans son dos, il démarre en ceinture, c'est normal, c'est la règle de ce mode de combat-là, de l'UFC Invitational. En gros, tu es là derrière, le mec il met la ceinture et puis il démarre dessus. Mais tu te dis, Gordon Ryan, il sait comment protéger le coup et ne jamais prendre l'étranglement. L'étranglement est verrouillé, heureusement, il reste quelques secondes, il ne tape pas. Mais ce que je vais dire, c'est que, sincèrement, à ta question, est-ce que vous allez mettre un peu plus de sol? On va faire que ça. Ça ne vient même pas de moi. Cyril, il sort du combat, il dit, le King, lundi, on repart à l'entraînement. Je veux faire que ça, je ne veux faire que ça, jusqu'à ce que ça va. On va trouver la solution pour que ça devienne automatique et que ça devienne quelque chose qui est lourd dans le temps. Parce que, comme je te dis encore, on a commencé cet entraînement quasiment 3 mois avant le combat, mais avec des sparring dirigés, avec quelques gars qui sont lourds, qui font du sol. Ensuite, progressivement, on l'a renforcé avec l'arrivée de Devonte, qui est champion du monde de jiu-jitsu brésilien, qui a gagné quasiment, il a gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup de combats. Il était dans le top 5 des meilleurs combattants de grappling, toutes catégories confondues à un moment donné, en 2021. Ce mec-là était dans notre team. Il n'a fait que ça avec Cyril. Que ça, que ça, que ça, du sol et du sol et du sol. Tiens, on nous reproche des fois de trop mettre sur les réseaux, mais peut-être que finalement, on va commencer à diffuser les entraînements de sol en live. Non, mais parce que Oui, la communication est importante et effectivement, ça peut peut-être jouer un rôle on va dire, dans les réactions des gens exacerbées à la fin du combat, parce que si Cyril s'imposait, les gens auraient dit, ah bah effectivement, le mec il y va en étant complètement détente. Là, les gens disent, faut peut-être prendre ça un peu plus au sérieux. Mais moi, quand je disais ça, c'était aussi au global, parce que je sais que tu prends ça au sérieux, mais est-ce qu'il y a soit un élément auquel tu penses, où tu te dis, aujourd'hui,
enfin, tous les mecs qui disent ouais, Fernand c'est une fraude, patati patata. Bon, t'as des résultats qui sont exceptionnels. Il y a toujours pas le titre undisputed du UFC, c'est tout ce qui te manque. Mais sinon, il y a des résultats. Il y a eu les défaites dans les title shots à chaque fois pour le titre undisputed, mais pour moi, à part le combat contre Cyril où malheureusement Cyril n'a rien pu montrer, mais sinon le résultat, on n'est pas à chaque fois dans des contre-performances où, sur le papier, je veux dire, si on te dit que John Jones bat Cyril Gann, on va pas sauter au plafond. T'as pas eu de contre-performance sportive où, par exemple, Cyril contre Derrick Lewis, il fallait que Cyril gagne et Cyril a gagné. Mais le dénominateur commun de ces trois défaites en title shot, que ce soit pour Francis, pour Cyril, ça a été la lutte. Est-ce que toi, tu te dis, il y a un truc que soit toi, soit tes gars doivent débloquer. Enfin, tu vois, pour la première fois, quand Cyril en avait parlé dans l'interview accordée à Ross, il y avait des sujets de prépa mentale. Moi, je savais pas que t'en faisais. Peut-être que t'as commencé pour ce title shot-là. Est-ce que il y a quelque chose où tu te dis, pas qu'il y a une malédiction, parce que je pense que nous, on croit pas à ces trucs-là, mais tu te dis, merde, enfin, j'arrive à amener mes gars hyper haut. À chaque fois, tout se passe bien. On peut rebondir comme avec Francis, on peut rebondir comme avec Cyril contre Tai Tuivasa, mais il y a ce petit truc qui fait que là où tu peux avoir, je vais pas dire, enfin, ce qui fait qu'il y a du succès, je n'arrive pas à l'avoir au plus haut niveau, je dis ça, hein, bien évidemment. Ouais, ce qu'il faut comprendre, c'est il faut faire très attention. Que ce soit pour moi ou que pour d'autres personnes à qui ça va arriver, d'autres personnes qui sont dans d'autres corps de métier et qui ont deux fois, trois fois un échec sur un dossier. Faites attention. Il faut se remettre en question. Je- il est possible que je plafonne et que je sois un coach limité, que je me limite. On a peut-être atteint mes limites, mais faites attention à ne pas basculer dans l'autoflagellation. Faut pas aller trop loin, faut pas abuser. Ce que je veux dire, c'est que j'ai envie de m'imaginer, progresser, de trouver toujours l'espace pour pouvoir améliorer. Et c'est pour ça que je réfléchis pour dire qu'est-ce que je n'ai pas fait de bien et comment je pouvais améliorer ce que j'ai fait comme préparation. Je travaille dessus avec vraiment euh, un descriptif profond écrit en Word complet sur tous les détails du déroulé de ce qui s'est passé jusqu'au combat pour examiner ensuite avec les collègues où est-ce qu'on pense qu'on peut améliorer. Aujourd'hui, vous n'imaginez pas l'espace-temps que je me suis fait dans mon emploi de temps. À l'époque, il y a encore quelques mois, je gérais tout le médical de tous les gars managés par le MMA Factory. Ça veut dire que quand l'UFC me demandait à Cyril Gann de fournir son dossier médical, j'étais celui qui appelait les médecins avec Benjamin et puis on bouquait les rendez-vous. Ensuite, j'allais remplir et renvoyer le dossier médical à un mec qui s'occupe de tout ce qui est médical. Aujourd'hui, on a un pôle médical très bien précis avec lequel Asdin va s'occuper de tout ça. Il récolte tout. L'UFC lui envoie directement la demande médicale. Il remplit tout ce qu'il y a médicalement. Il boucle les rendez-vous. Cyril fait les examens, c'est renvoyé. Voilà un pôle qui est déchargé complètement. Le pôle de la préparation physique, il y a quelque temps, je faisais préparateur physique. Je suis diplômé en préparation physique, donc je faisais de la préparation physique pour Francine Gane. Remise en question, j'ai délaissé le pôle de préparation physique, je ne m'en occupe plus. Aujourd'hui, on a Ryan qui s'occupe complètement de la préparation physique de Cyril. On revoit ensemble les axes de progression et les axes sur lesquels on va faire la préparation. Je ne m'occupe pas de ça du tout. Aujourd'hui, en termes comment dire, de la communication de Cyril, c'est moi qui bouquais ses rendez-vous, c'est moi qui bouquais tout ce qu'il avait à faire avec les médias, c'est moi qui gérais tout. Aujourd'hui, j'ai fait des arbitrages. Kaina, la PIA, va régler et décider avec tout ce qu'il y a comme médias, les rendez-vous avec vous, qui faire quelle interview, à quel moment, comment. Je fais les arbitrages en disant on peut faire ça, on peut pas faire ça, on peut avancer, on peut pas avancer, mais je m'implique pas sur les rendez-vous et tout ça. Je me suis libéré énormément de temps. Malgré ça,
on arrive à avoir une défaite. Mais c'est une défaite. Dans toute la carrière de Cyril, c'est 2 défaites. Ce que je vous dis juste, c'est que si Trevor Whitman, qui était élu meilleur coach Yahoo 2021, meilleur coach MMA Junkie 2021, meilleur coach presse 2021, si ce mec-là devait être jugé par rapport aux défaites, on irait le classer le pire coach de toute la planète. Parce qu'en 2022, ce mec a eu Aspen Ladd qui s'est retrouvé à 1 victoire, 3 défaites. Aspen Ladd qui a été propulsé comme étant le futur pour les 66 kilos chez les filles. Un prodige. Aspen Ladd s'est retrouvé avec 3 défaites, une seule victoire, au point où elle a été virée de l'UFC. Elle s'est retrouvée au PFL où elle a eu une victoire. Ousmane Camaro a perdu une ceinture. Il était déjà champion au moment où il arrive chez Trevor Whitman, qui a été élu meilleur coach de l'année. Il perd la ceinture chez Trevor Whitman. Il est toujours un grand coach. Et il continue sa vie. À côté de ça, Justin Gaethje, grand combattant qui a eu tous les prix du monde, tous les bonus. Il est celui-là. Il est probablement en tête des bonus à l'UFC. Ce mec-là fait la ceinture contre Charles Oliveira, il perd la ceinture. Toujours dans le club de Onyx, le club de Trevor Whitman. Rose Namajunas, elle était championne. Elle perd la ceinture. Tout ce que je viens de citer là, c'est tout le bilan de Trevor Whitman en 2021. Est-ce que vous entendez les gens, les Américains, traiter Trevor Whitman de la manière dont je suis traité? Mais est-ce que tu te dis que... Alors, la différence entre toi et Trevor Whitman, c'est que mine de rien, toi, t'es toute proportion gardée, bien évidemment. T'as un petit côté José Mourinho, petit côté Conor McGregor, où du coup, quand t'annonces un truc, si ça le fait, ça va exploser. Alors que Trevor Whitman, s'il annonce un truc et que ça le fait, bon, bah, les gens se disent ok, enfin, il est beaucoup plus discret. Mais est-ce que tu penses, toi, justement, que faudrait peut-être moi je dire direct, moi j'ai pas forcément envie que ce soit comme ça, mais tu vois, de la jouer un petit peu moins bon. On va être un peu comme monsieur et madame tout le monde, entre guillemets, parce que tu vois, pareil, Henry Hooft, j'en parlais avec Rusty, Henry Hooft, je crois que lui aussi a eu de nombreux title shots, mais n'a jamais été champion, je crois, à l'UFC. Sauf que il est dans une situation où je crois qu'il gère même, enfin, tu vois, il y a même pas de communication sur ses réseaux sociaux. C'est juste, bon bah, faut s'y connaître un peu pour savoir qu'Henry Hooft est coach à l'UFC de Gilbert Burns et avant ça d'Anthony Johnson. Et même d'Ousmane Camaro. Ouais, et même de Kamaru Usman, ouais. Alors, ce que tu me demandes, c'est de... Je n'ai pas bien compris. Ce que tu souhaites, c'est que je... Pas ce que je souhaite. Est-ce que toi, tu réfléchis à te dire... Tu trouves que je communique beaucoup? Ah non. C'est que non, probablement sur le combat de John Jones, Cyril, qu'est-ce que j'ai annoncé et qui a été trop pompé, qu'est-ce que j'ai annoncé? Non, alors, voilà. T'as rien annoncé directement. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que, là, aujourd'hui, parce que moi, j'ai l'impression... Enfin, en soi, la performance de Cyril, ça n'a pas été une bonne performance, mais je trouve que toute la haine que vous prenez, comme quand les autres Français peuvent avoir des mauvaises performances, comme quand, je sais pas, en football, Mbappé va pas faire une grosse perf, ou en Ligue des Champions, il va pas faire une grosse perf, ils vont se faire allumer. Pourquoi? Parce que ce que vous avez tous les deux, c'est que vous êtes confiants, et sans forcément de manquer respect avec votre adversaire, quand vous arrivez, que vous allez faire un combat, vous allez dire, bon bah écoutez, le plan, bah c'est clairement de le battre avant de la limite, et de repartir. On n'est même pas assez confiant, puisque selon une certaine partie, on est trop fleur bleue. On a reproché à Cyril de faire ça, de pouvoir... Pourquoi tu es un combattant et tu envoies des loves? N'envoie pas des loves. C'est pas un truc où on love les gens. Il faut être plus dur que ça. Tu peux pas dire le GOAT John Jones, j'ai beaucoup de respect pour lui. Non, il faut dire je vais le défoncer. C'est ce que certains ont conseillé sur la toile. Mais finalement, on fait quoi? Si on dit que c'est le GOAT et qu'on lui montre de respect, et qu'on lui montre beaucoup de respect et d'attention et on dit qu'il est fort et que on se prépare pour l'affronter, on sait que ça va pas être facile, on nous traite de mou, de faible, de lâche, d'aller avec une mentalité de lâche. Si on dit qu'on est confiant et qu'on pense qu'on va le gagner et qu'on va le battre, on nous traite
de flambeur, de vantard, de... Non, mais en gros, que Cyril soit un peu plus Fernand et que Fernand soit un peu plus Cyril. J'ai l'impression que c'est ce que les gens aimeraient. Ok, ok. Euh, donc, en gros, ce que tu es en train de me dire là, tu m'avoues à demi-mot qu'on ne nous juge pas chacun dans son métier respectif, on nous juge dans nos comportements. Ah oui, ah bah complètement. Complètement. De Ok, toute façon, ok, comme quand ok, Rusty avait ok, parlé de l'embedded qui était un petit peu axé pour montrer que John Jones était en mission, quoi. ok. Dans ce cas-là, ça ne m'intéresse pas. En gros, ce que je t'explique, c'est que il y a une grosse partie là-dehors, et c'est à eux que je m'adresse là. C'est la grande partie des personnes qui, sincèrement, ont été déçues parce qu'ils attendaient quelque chose. Quand je vais au spectacle et que j'attends un beau film et que c'est une daube, bah, je suis dégoûté. Quand je vais regarder un combattant et que j'attendais beaucoup du combat, qui est, même si le gars perd, que ce soit long et que ça donne de l'action, je suis déçu. C'est à eux que je suis en train de parler en disant, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé qu'on n'ait pas pu vous donner ce à quoi vous vous attendez. Et j'ai envie de leur expliquer, de trouver avec eux, de trouver des moyens de leur expliquer ce qui, parce que sincèrement, je pense à des gens qui me côtoient. J'ai un monsieur, je suis originaire d'un coin du Cameroun, d'un département qui s'appelle l'Aleki. Et il y a un monsieur qui est le président de la délégation d'une association importante là-bas qui m'envoie un message, un vocal, et qui dit un truc assez pertinent, assez touchant. C'est même très touchant. Il dit, putain, je comprends pas. Je ne m'y connais pas en sport, mais je comprends pas. Comment vous êtes arrivé? À peine le combat commence, à peine le gars il a tapé, je comprends pas pourquoi, comment. Et ce mec-là, je le sais qu'il a de la bienveillance, mais il comprend pas. Il faut lui expliquer à ce mec-là. Et c'est important pour ces gens-là qui, sincèrement, le pensent. Maintenant, les autres personnes dont tu parles, qui souhaiteraient qu'on se fasse petit et qu'on rase les murs pour eux, cette minorité de haineux, je m'en tamponne complètement. Je le dis calmement, je m'en cogne complètement. Ils vont devoir maigrir parce que demain, je serai encore là en train je suis à Arès en train de faire l'événement et qu'après-demain, je serai encore là en train de coacher quelqu'un d'autre, un autre athlète, un autre champion, un autre machin. Complètement. Je ne suis pas du tout dépendant d'athlètes. Je ne suis pas du tout dépendant d'eux. Je suis simplement quelqu'un qui est au service public de pouvoir travailler pour des personnes qui pensent que je peux leur apporter quelque chose et j'essaie de faire au mieux. Je ne... Est-ce que tu te rends compte où est-ce qu'on en est? Je viens de te donner les résultats d'un coach pour qu'on parle sportivement. Je t'ai parlé de Trevor Whitman, qui est le boss de Onyx dans le Colorado. Je t'ai dit son parcours et je t'ai dit que ce mec est élu aux États-Unis le coach de l'année parce que les gars qu'il a reçus dans sa salle, il a accompagné, qui était déjà champion et qu'il a accompagné pour maintenir la ceinture. Je t'explique qu'il a tout perdu. Perdu la ceinture contre Rose Namajunas, perdu la ceinture contre Ousmane Kamoro, perdu la ceinture, non, la ceinture de Justin Gagey, il ne la prend pas. La ceinture de Rose Namajunas, il la perd. La ceinture de Kamoro Ousmane, il la perd. Aspen Ladd, athlète très, il perd. Mais c'est quelqu'un pour lequel j'ai le plus grand respect quand je le croise. On se croise dans les couloirs. D'ailleurs, vous aviez posté une vidéo à l'époque où il vient vers moi, où moi je cours vers lui, le salue, il court vers moi, me salue, on se salue, on discute un peu. On a beaucoup de respect pour l'un et l'autre. Le traitement qu'il a aux États-Unis est un traitement posé, où les gens comprennent, c'est du sport. Kamaru Usman peut être aussi fort qu'il est, mais perd. Prends le cas de Eugène Barman. Eugène Barman, l'entraîneur australien de Israël Adesanya, le mec, il a fait sommairement le MMA, son palmarès en MMA est de 4 victoires, 3 défaites. Mon palmarès en MMA est de 10 victoires, 7 défaites. On connaît sommairement le MMA de compétition. Ensuite, on a pris des athlètes.
Eugène Berman, je vais t'expliquer. En 2021, son élève Israël Adesanya monte chez les lourds légers. Il perd le combat pour la ceinture. Il revient, il gagne, et puis il repart dans sa catégorie normale. Et dans sa catégorie normale, il va combattre pour la troisième fois contre Pereira. Il perd la ceinture. Est-ce que tu as entendu des Australiens dire c'est le plus nul des coachs? Est-ce que tu as cette vision-là des choses? Non. Eugène Berman est relayé et remonté à la place au panthéon des coachs en Australie. Et pourtant, il n'a que ça à faire. Hein. Il n'a que ça à faire. Trevor Whitman n'a que ça à faire. Il fait que ça de sa vie. C'est même pas comme je suis un agent et puis je suis un promoteur sportif. Non. Lui, il n'a que ça à faire. Il n'est que ça à faire. Il réussit à enchaîner 2 défaites avec un talent. Un talent, c'est probablement l'un des gars qui a le meilleur fight IQ à l'UFC. OK? À côté de ça, il a un autre mec qu'on appelle Dan Hooker. Dan Hooker à l'UFC aujourd'hui, sur les 6 derniers combats, il a 2 victoires, 4 défaites. Non, mais je pense Oui, aussi, vas-y. je pense aussi mine de rien qu'il y a je crois qu'on en avait parlé avec Rusty dans les différentes previews. C'est à mon avis la manière aussi avec laquelle Cyril a perdu, où je pense que les gens s'engouffrent à fond là-dedans aussi. S'il avait perdu au bout de 5 rounds, une guerre, quelque chose comme ça, ça aurait été complètement différent. Même là, je pense. Vas-y. Je ne sais pas, du coup. Je ne sais pas, parce que moi, à mon avis, quand il y a un gars qui vient et qui perd rapidement, brutalement, d'une frappe, d'un truc, un KO, une soumission rapide en 30 secondes, bah, tu te poses la question. Tu te dis, peut-être que c'est le sort. Pourquoi vous savez utiliser le mot chance quand il s'agit de détecter les talents? Vous dites, Fernand Lopez est chanceux. Le mec est nul, mais il a réussi à avoir la chance d'avoir dans sa salle, la chance au hasard d'avoir élevé dans sa salle et il a promu Francine Ngannou. Il a pu faire la promotion et faire connaître Cyril Gane. Il a pu entraîner et faire connaître Slim Srabeski qui devient l'athlète qui est disputé entre le meilleur management du monde de dominance MMA, dominance management et puis le management factory. Ces mecs-là, quand on les affecte au MMA Factory, on parle de chance. Qu'est-ce qui empêche aux êtres humains de parler de chance ou de malchance quand Cyril gagne sur la première action du combat, la toute première action, il va taper parce qu'il est mauvais appui, parce que machin. Et puis, pourquoi à ce moment on ne dit pas, bon, on n'a pas joué de chance cette fois-ci? Pourquoi est-ce que la chance n'a qu'une direction? Le seul moment où vous trouvez de justifier la chance sur moi, c'est quand je peux prendre un athlète qui n'a même pas été champion du monde de Muay Thai. Cyril Gane a été champion de France de Muay Thai, il n'a même pas été champion de France de Muay Thai, champion du monde de Muay Thai en France. Il doit avoir une centaine de champions du monde de Muay Thai. Est-ce que tu es au courant de ça? La question que je me pose, c'est que les autres coachs qui ont compris la potion magique, il suffit d'avoir une fille, c'est très facile les filles. Selon eux, Aldric Cassata serait un code moyen parce que Manon Fiorot, c'est très facile de la monter numéro 1 à l'UFC. Bon, tu as envie de dire, venez, on prend tous des filles, les autres coachs, prenez les filles et puis montez-les champions de bantamweight, de flyweight, de strawweight et puis ce sera facile. Les poids lourds, c'est archi facile. Ça, c'est ce qui circule. Quand tu as un poids lourd, c'est archi facile de le faire monter. La France regorge de talentueux poids lourds. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres coachs là-dehors qui pourraient prendre des poids lourds et en faire leur chance pour que ça les amène jusqu'au niveau en question? Non, mais on sait tous les deux que les gens, ils sont dans l'excès. Ils sont dans l'excès. Parce que sinon, enfin, t'amènerais pas les gars à cette porte-là pour le titre. Moi, je suis plus dans une situation où je me dis, il manque, j'ai l'impression, il manque ce petit truc. Ce tout petit truc. Voilà. On est déjà tombé d'accord dessus. Voilà. On est tombé d'accord en se disant que
Peut-être il manque un truc, peut-être il manque du temps. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est que Georges Saint-Pierre, quand il combat pour l'équipe de la Tristar et qui perd le combat contre Matt Serra, c'est une avalanche de critiques qui lui tombent dessus. Et puis, il gère comme il peut. Et derrière ça, c'est grâce à cette défaite qu'il va remonter la pente et devenir le champion qu'il est aujourd'hui et l'un des meilleurs mondiaux. Ce que je dis, c'est que peut-être qu'il manque du temps. Ce que je demande à ceux qui suivent Cyril, c'est que donnez-lui du temps. Vous me reprochez les méthodes pédagogiques. Je vous demande d'être pédagogique. En pédagogie, vous ne voulez pas traumatiser votre athlète. Vous ne voulez pas l'amener à penser qu'il y a euh, de l'échec construit dans sa tête et qu'on lui dise tu es incapable de faire ça, tu es nul, tu ne peux pas faire ça. C'est une très mauvaise pédagogie. Je vous demande, s'il vous plaît, de lui laisser le temps. Je vous demande même à moi de me laisser le temps. Les méthodes que j'ai employées, et c'est que jusqu'ici, c'est ces méthodes-là qui ont fait que ça, c'est très important, ce que je vais dire là, Guillaume, c'est que même si on se remet en question, moi comme coach, Cyril comme combattant, il est important que Cyril sache que il est bon dans ce qu'il fait et qu'il manque le truc dont tu parles. Moi, en tant que coach, il est important que je comprenne et que je le vale. C'est très... Si tu n'es pas fort mentalement, les personnes qui font des commentaires pourraient t'amener à l'abandon total de tout ce que tu as envie de faire. Parce que les gens, dans l'excès, toi, tu prends ça à la légère en disant c'est de l'excès. Et bon, ils exagèrent. Mais non, ce sont des mots. Chaque mot a un poids. Je pense qu'il faut qu'on reste conscient, Cyril et moi, de ce qu'on est capable de faire. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Vous pouvez m'insulter comme vous voulez. Vous pouvez me réduire à ce que vous voulez. Mais vous n'allez pas me sortir de la tête ce que j'ai pu faire, ce que je suis capable de faire. Aujourd'hui, c'est factuel. Il y a plusieurs coachs en France qui ont eu entre les mains des champions du monde de Muay Thai qui sont déjà en train de faire du MMA. Champions du monde plusieurs fois de Muay Thai. Ces champions du monde de Muay Thai qui font le MMA ne sont pas encore numéro un à l'UFC. Il y a là, à l'extérieur, dans 60 millions de Français, des coachs qui ont pu avoir des personnes très très fortes comme Francis Ngannou n'ont pas pu les amener jusqu'au niveau de la ceinture mondiale contre Stipe comme j'ai fait et j'ai échoué. Mais j'ai pu aller jusqu'à ce niveau. Il est important pour moi, pour ma santé, pour ma visualisation, de comprendre ça afin de m'améliorer. Se remettre en question ne veut pas dire mettre à la poubelle tout ce que tu es capable de faire et ta vraie identité. Les gens ont tendance à vouloir vous écraser, que vous disparaissiez, que vous oubliez ce que vous êtes capable de faire. Il est important de garder ça en tête. Donc, à partir du moment où je suis au courant de ça, je te dis, est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? Oui. Sinon, je ne me poserais pas toutes ces questions. Sinon, je ne me répéterais, je ne serais pas en train de discuter avec mes gars et faire des réunions alors que je suis arrivé, ça fait quasiment 3 semaines que j'ai pas vu ma fille. Au lieu de prendre du temps avec elle et de discuter, de faire machin, mais je repars à l'entraînement là tout à l'heure. Pour aller entraîner des gars qui vont combattre dans 4 jours. Parce qu'il y a une remise en question où tu as envie de t'améliorer tous les jours. Voilà. Euh, Pas le problème de l'autre côté, mais la question de l'autre côté, quand tu vois ce qu'a fait John Jones, quand tu vois que ce soit contre Dominique Reyes, ou c'est pas une énorme performance, mais il arrive quand même à avoir la décision, ou tu vois ce qu'il a fait contre Cyril, est-ce que, après 3 ans d'absence, est-ce que t'es impressionné par ce qu'il a fait, ou tu te dis, je demande encore à voir, parce que c'est vrai que là, mine de rien, on a vu que 2 minutes de John Jones chez les lourds. non, je suis déjà impressionné. Monter dans l'octogone de l'UFC, c'est chaud. Hein. Et vraiment, quand tu as autant de monde qui attend de toi, John Jones avait beaucoup, beaucoup de monde qui attendait de lui, que ce soit l'UFC, que ce soit les fans, que ce soit machin.
C'était l'un des UFC où ils ont fait le plus grand entrée en ticketing, je crois. Ouais, Ils ont le explosé. quatrième Voilà. all-time, premier hors Conor McGregor. Quatrième all-time, c'est une folie. Premier hors Conor McGregor, c'est une folie. Ça veut dire que, voilà. Donc, c'était une grosse pression de sa part, mais il a été présent. Il est arrivé. Il n'a pas douté. Il n'a pas reculé. Il n'a pas les jabs et tout ce qui fait reculer d'habitude. Il n'a pas reculé. Il est allé, il a fait son job et puis c'est bien. Mais je pense que c'est un peu de deux. Je pense qu'il y a une contre-performance de notre côté et une très bonne performance de son côté. Et c'est l'union de tout ça qui a donné ce qu'il avait. Je pense que c'est ça. Ok, ok. Bien. Bon bah très bien concernant Jojo. C'est une dernière question concernant cette UFC 285. Il y a beaucoup de gens, dont je pense que tu as vu le post repartir sur Khabib Nurmagomedov qui invite Cyril au Daghestan. Tu as déjà commencé à en parler un petit peu. Les gens qui peuvent dire aujourd'hui Cyril, il faudrait qu'il aille aux États-Unis, il faudrait qu'il aille au Daghestan. À quoi est-ce que qu'est-ce que tu leur réponds exactement? Je réponds que je les comprends. Ils sont, enfin, quand tu es en panique et que tu as une solution facile, tu le fais. Non, mais c'est vrai, c'est sincère, il faut prendre ça au sérieux. Les gens qui disent ça, qui veulent que Cyril aille au Daghestan, sont un peu en panique, mais au Daghestan, il y a des gens qui ne savent pas lutter. Vous êtes au courant quand même? C'est qu'au Daghestan, il y a des gens qui ne savent pas lutter. Ils n'ont jamais lutté au Daghestan. Ça ne veut rien dire. C'est pas le pays qui va créer la lutte. C'est juste d'avoir des bons sparring où tu es et des bons coachs où tu es. Aujourd'hui, ce que j'essaie de vous dire, c'est que à partir du moment où tu as un élément qui est au-dessus de Cyril et donc qui va le tirer vers le haut, ça suffit pour lutter. Il n'y a pas pire. Moi, je reçois chez moi au MMA Factory des personnes de tous les pays, des Dagestanais, des Argentins, des Italiens, des machins. Il n'y a rien de plus difficile que l'expatriation. Les mecs ne s'en sortent pas. J'ai reçu au MMA Factory Yon Couté là-bas. Bah, il s'est senti archi bien sur la préparation pendant quelques semaines et ensuite mal du pays. Il voulait rentrer chez lui, il n'en pouvait plus. Il a dépensé quasiment 15 000 euros de plus pour faire venir sa femme et sa fille, pour prendre un Airbnb à côté et vivre avec eux. C'est très compliqué. Les personnes oublient que ce qui a fait de Cyril Gann ce qu'il est aujourd'hui, ces personnes-là qui sont passionnées aujourd'hui, qui sont devant le téléviseur en train d'apprécier, ont oublié que ce qui a fait de ces mecs, ce qui a donné ce spectacle-là. L'UFC était à Paris en septembre dernier parce que le bon gamin combattait avec du love et qui gagnait avec du love. Et il a toujours gagné. Ça n'a jamais posé de problème à personne. Ça marchait très bien. On le voyait passer sur les plateaux télé. On se demandait comment il fait pour avoir ce flegme, ce calme, cette passion. C'est son essence, c'est son carburant. Vous prenez ce mec, vous le mettez dans les conditions drastiques, vous le mettez dans le dur, dans le mal, vous le brisez, vous n'en faites pas un champion. Vous vous faites peut-être plaisir, vous le torturez, vous le mettez dans la précarité, qui souffre un peu plus. Vous allez peut-être vous faire plaisir à vous, mais vous n'en aurez pas fait un champion. Ce qui a fait la recette de lui jusqu'aujourd'hui, de l'instant où on l'a découvert dans l'OMMA jusqu'aujourd'hui, c'était le mélange de MMA Factory avec ses méthodes, plus Cyril Gann avec son côté bon enfant. Qu'on puisse durcir ça, qu'on puisse revisser, qu'on puisse agencer les choses, je l'entends. Attention à ne pas le changer. Attention à ne pas le traumatiser. Attention à ne pas le mettre dans des conditions impossibles. Si c'est si facile que ça, je ne comprends pas ce qu'on attend pour fabriquer des champions. Moi, je vous promets, je serai toujours fan du MMA français et j'aimerais que d'autres coachs puissent faire ce que nous, ce sur quoi on échoue. Vous pensez que la lutte isolée, elle est la clé pour faire passer les gens? Je vous promets, en France, on a
une bonne dizaine de très, très, très bons lutteurs qui ont déjà été aux Jeux Olympiques et qui pourraient faire leur passage en MMA. Je vous invite à les entraîner en pied-point, à en faire des champions. Si vous pensez que le Muay Thai, c'est la clé, je vous promets, Sami Sana est en train de passer en Muay Thai, Anissa Meksen passe en Muay Thai, En MMA, ouais. En MMA, Jimmy Giono passe en MMA. Il y a une tonne de champions avec un très bon niveau pied-point. Be my guest. Aidez-nous à les faire monter. Ce n'est pas si simple que ça, je vous promets. Ce n'est pas de l'arrogance, ce que j'essaie d'expliquer. Ce n'est pas le manque de respect. Je vous le dis sincèrement du fond de moi. Je suis comme vous. Je cherche des solutions. Je remets en question. Je remets en question ce qu'on peut faire. On avance vers des pistes. Mais avant de déplacer un mec de la France ou l'amener au Brésil afin qu'il sache faire du jiu-jitsu brésilien, posez-vous la question, est-ce que j'ai écumé tous les clubs de jiu-jitsu brésilien de la région Île-de-France? Est-ce que mon gars est capable de battre tous ces mecs-là? Est-ce que tous ces coachs qui font le jiu-jitsu brésilien et la lutte à livrer dans le cercle de la France ont été dépassés par la pédagogie? Et à ce moment, je vais dire, OK, peu importe s'il a le mal du pays et qu'il ne mange pas la bouffe qu'il aime de son terroir, je vais le délocaliser, je vais l'amener là-bas pour lui enseigner ce qu'il va apprendre uniquement là-bas. Excusez-moi de vous le dire aujourd'hui, moi, je fais venir des gens à la salle qui battent copieusement Cyril Gane en lutte. Et s'ils sont capables de le battre en lutte, si ma mission, ça peut déjà être de battre ces mecs, je pense qu'on a résolu le problème sans dépenser une fortune, parce qu'on la dépense déjà une fortune. Ce que les gens ne savent pas, c'est ça. C'est qu'on parle de sparring partner, mais on dépense une fortune dessus. C'est pas la question. Quand on choisit des mecs qui viennent comme des Vonté, comme machin, tous les sparring, payés, hébergés, nourris, billets d'avion, l'aller-retour et tout, tout est pris en charge. Ce que je te dis aujourd'hui, c'est que il y a faire le show et inviter Gordon Ryan pour qu'il vienne se présenter à côté de Cyril et inviter Krabi pour qu'il soit en photo avec Cyril et inviter qui tu veux. Mais il y a la sincérité de se dire qu'est-ce qui fait progresser? Ce qui fait progresser, c'est les éléments d'avoir des sparring qui sont au-dessus de Cyril et qui peuvent le tirer vers le haut parce qu'il aura tellement d'échecs qu'il va devoir s'adapter, il va devoir s'adapter à un niveau supérieur. D'avoir des coachs, un staff de coachs qui vont communier pour apporter la vision de façon à ce qu'il n'y ait pas que la vision unique de Fernand Lopez. Quand il y a tous ces axes-là, on est dans l'amélioration, la progression, selon moi. All right, monsieur. Si on se projette un petit peu dans le futur, quelle suite exacte pour Cyril? En tout cas, toi, ce que tu souhaiterais. Il y a bien évidemment cette date-là potentielle pour l'UFC Paris, fin ou début septembre. Toi, qu'est-ce que tu souhaiterais? Si tu as même un adversaire déjà en tête. Non, je pense qu'on n'est pas au stade de choisir un adversaire. Il n'y a pas à choisir un adversaire. On tombe toujours vers l'avant. Je pense simplement qu'on a 6 mois devant nous. L'UFC sera là en septembre. Faut pas se précipiter. Faut pas prendre un autre adversaire. Faut continuer à développer le pied-point de Cyril. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est important. C'est ce qu'il a fait arriver sur jusque-là. Si on lui fait oublier le pied-point et que demain il devient un expert du grappling et qu'il se mange un KO, ce qui est possible. Si Israël Adesanya se mange le KO, Cyril Gane pourrait se manger un KO. Si Cyril Gane se mange un KO, toutes ces personnes-là reviendront en disant il faut qu'on lui trouve un meilleur coach. C'est important ce que je dis là, que Eugène Baman, on ne lui dit pas en Australie, tu t'appelles City Kickboxing. Est-ce que tu ne penses pas qu'on devrait chercher un autre coach de kickboxing, Trevor Whitman par exemple, qui lui a été un boxeur, il n'a jamais été combattant de MMA, il était boxeur, coach de boxe, qui est devenu coach de MMA. Est-ce que tu ne veux pas l'appeler pour venir aider Israël Adesanya parce que tu plafonnes un peu, quoi. En boxe, tu n'as pas pu gérer la distance. Yann Blachowicz l'a amené au sol. Debout, avec Pereira, tu n'as pas pu gérer correctement. Il s'est pris un KO. Est-ce que tu ne peux, tu te poses pas des questions?
faut faire attention à perdre des éléments importants de la construction de notre map du MMA en France. Faut pas juste laisser la haine nous déborder et vouloir dicter les choses aux gens. On dicte tout maintenant. On dicte même la manière de m'habiller. C'est incroyable qu'on parle du outfit d'un coach. C'est incroyable. Ce qu'on demande à un coach de judo, c'est de venir en kimono. Un coach de karaté. Ce qu'on demande à un coach de lutte, c'est de venir avec son t-shirt et son short. Ce qu'on demande à un coach de MMA, c'est de venir avec son jogging, son short, son t-shirt. C'est ce que je fais. Je suis toujours habillé en adéquation avec ce que je fais au moment où je le fais. Et ce qu'on me demande en tant que promoteur sportif, c'est de respecter les codes et de pouvoir m'habiller avec une chemise, avec un jean, avec une veste, avec un costume. Et je le fais. Je suis choqué qu'on puisse déterminer la compétence d'un homme par le code vestimentaire qu'il utilise. Ça veut dire que tu te retrouves en tant qu'agent, tu es en train de, de t'habiller comme un agent et que tu es en costume parce que tu vas discuter avec des personnes qui sont en costume et tu es dans ces codes. Comme tes photos que tu as utilisées sont celles-là, on en déduit que peut-être tu n'es pas un bon coach. Je pense qu'il y a des gens qui arrivent dans le coaching maintenant, à présent, qui arrivent aujourd'hui dans le coaching, qui ont oublié que ça fait 15 ans que je coach sérieusement. J'ai écumé quasiment tous les événements des MMA. Le coaching ne bouge pas comme ça. On a la chance. Des mecs comme John Kavanagh. John Kavanagh, c'est un excellent coach qui a eu, entre autres, Conor McGregor, Gunnar Nelson, Artem Lubov. Mais ces mecs, s'il était en France, il serait descendu aux enfers. Après ces défaites qu'il a eues avec Conor, il serait descendu aux enfers, aux abîmes. Parce que c'est pire. Lui, il a un palmarès en MMA de 3 combats et 3 victoires, 3 défaites dans sa carrière. Et malgré ça, il est respecté en Irlande, en Angleterre. On sait ce qu'il a fait pour la nation. On sait ce qu'il a apporté. On sait que c'est grâce à son coaching qu'il a pu élever Conor à ce niveau et les retombées qui sont venues avec. On a juste oublié qu'en septembre dernier à Paris, le MMA Factory, sur un événement de l'UFC, avec 3 victoires d'affilée, Nassoudine Imavov, William Gomis, Cyril Gann. On a oublié qu'il y avait tous ces spectateurs, ces milliers de personnes dans le stade qui scandaient. Et malheureusement, ce jour-là, je n'ai entendu personne dire Fernand Lopez, c'est le coach de l'année. J'ai juste entendu des gens tirer les freins pour ne pas critiquer, mais personne qui se mettait en avant en disant putain, il est bon. Bon, c'est pas grave. Mais, 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 mais comparons juste avec ce qui se passe à côté pour vous rendre compte que l'OMMA Factory n'est pas réduit qu'à à Francis, à Cyril. L'OMMA Factory, c'est aussi ce qui se passe là au présent. Demain, là, jeudi, Damien Lapillus va combattre pour la ceinture de 66 kilos sur Arès. Il a déjà tout écumé. Il a été champion du Bama. Il a été champion de plusieurs organisations en France. Le voilà en train de faire, sur une durée de quasiment 12 ans. Il n'a pas arrêté de combattre. Il est là et on l'entraîne et on s'occupe de lui. Et on délègue encore une fois de plus. Vous voyez bien que Taylor, malgré qu'il est au MMA Factory, vous le voyez boxer avec Bam l'héritage. C'est pas la guerre. Je suis pas en train de dire à Bam l'héritage, non, non, laissez-moi lui apprendre la boxe. Je sais tout faire. Non, on comprend qu'au bout d'un moment, avec l'expansion qu'on a, on est obligé de déléguer. Sur la même carte, il y aura Paulin Béguet, il y aura Ibrahim Mani qui va combattre en common event. Hey, les gars, Ibrahim Mané, quand il est arrivé au MMA Factory il y a quelques temps, il était sur une série de défaites. C'était compliqué la vie pour lui au bref. Le voilà qui est quasiment un solide contender pour le titre à 77 kilos. C'est ça aussi le MMA Factory. Vous pouvez pas juger un club comme ça. Vous allez faire quoi finalement? Ça veut dire quoi, Ousmane? Kamaro Ousmane, il change de club, il va avoir un autre coach. Et puis Adesanya, il bouge de City parce qu'il a perdu, il va avoir un autre club. Et puis Dan Hooker,
il est sur 4 défaites à l'UFC. Il fait quoi? Il va voir un autre coach. Volkanovski, il était le meilleur. Il est toujours le meilleur, le pan for pan. Il a perdu contre Makhachev. Il fait quoi? Il va voir un autre coach. Laissez pas, laissons pas, ne laissons pas la haine monter dans le cerveau. Mais ce qui est vraiment, honnêtement, ce qui est important, c'est de rassurer les personnes euh, qui ont cette bienveillance et cette volonté de vouloir voir Cyril gagner, qui veulent qu'il gagne et qui pensent à sa stabilité. C'est facile de jeter des trucs comme ça, des pavés comme ça en disant, ouais, mais qui prennent l'opportunité, on l'invite au Daghestan, pourquoi il ne va pas au Daghestan? Mais réfléchissez 2 secondes. Tu veux faire si tu veux faire. Ça veut dire quoi? Teddy Riner, il passe sa vie au Japon parce que le judo est né au Japon et comme ça, c'est là-bas qu'il s'entraîne pour devenir meilleur. C'est quoi ces histoires en fait? Non, Le, mais je... le, Vas-y, euh, vas-y. Ouais. le mec qui vient de faire 3 semaines quasiment 2 semaines à l'étranger sans voir sa famille, il revient, non, il va au Daghestan. Alors que les Daghestanais viennent en France. Le MMA Factory, il y a plein de Daghestanais et des Tchétchènes qui viennent s'entraîner pour améliorer leur niveau. Et vous pensez en fait qu'on doit aller absolument, tout le monde doit répliquer au Daghestan. Appliquer au Daghestan pour aller, non, non, je pense qu'il faut avoir du recul et du sang-froid. On est tous déçus. Le premier déçu, le plus grand déçu de cette histoire, je vous promets, c'est Cyril. Ne vous fiez pas au fait que le gars choisisse de, de danser, d'écouter la musique et de rigoler au moment où il ne s'entraîne pas. Vous n'êtes pas avec lui tous les jours. Ce mec n'a fait que ça s'entraîner. Quand il le dit à la conférence de presse, on a vraiment travaillé. Peut-être le temps était court, mais on a vraiment, vraiment travaillé. Croyez-moi, quand Cyril le dit, il est sérieux. On a bossé comme des oufs. On a bossé comme des oufs. Et donc, du coup, mettez-vous à sa place. Dites-vous bien qu'il a déjà assez morflé. Dites-vous bien que je ne suis pas satisfait de la performance. Je ne vais pas 2 semaines à Vegas pour aller kiffer le moment. Sinon, je prends mon avion, j'y vais tout seul. J'ai pas besoin que l'UFC me paye un billet d'avion pour aller kiffer le moment. Ne soyez pas trop dur. Et maintenant, tu peux peut-être révéler un peu ce qui était prévu contre John Jones. C'était quoi? Peut-être que tu peux pas rentrer dans les détails du game plan, mais qu'est-ce que vous aviez, sur quoi vous aviez travaillé? Sur quasiment tous les aspects. Et bah, La en tout première cas, des choses. qu'est-ce que t'aurais aimé mettre en place? Ce qu'on a commencé à faire, ce oblique kick. Le oblique kick que fait John Jones, on avait prévu de le faire, on avait travaillé dessus beaucoup. On avait stoppé, on avait beaucoup travaillé dessus, on avait mis un jeu en place d'ailleurs sur l'une des séquences, on voit à un moment donné, il y a ce jeu où il y a ce jab qui part et puis je veux dire clean as fuck parce qu'en gros, euh, faire marcher les trucs, je mettais cette idée de rendre le truc ludique et donc on allait dire à Imad, vous faites un match d'oblique kick. Toi, tu veux mettre des obliques kicks à Cyril, Cyril lui veut te mettre, il veut t'en mettre. Et donc, du coup, c'était les premières phases déjà de la révision de l'entraînement tous les jours. Ensuite, il y avait ce jab-là qui est très académique, qui est très éduqué, qui est très propre, qu'on mettait en avant et on avait mettre un quota de points. IMAD, voyons voir le nombre de jabs clean que tu peux mettre à Cyril et voyons voir le nombre de jabs clean il peut te mettre. Et donc, ils avaient travaillé dessus. Donc, c'était la clé. Ensuite, sur le sparring, c'était d'utiliser le plus de frappes obliques, des frappes qui vont couvrir l'espace entre le lutteur et le striker. Donc, ça va être les uppercuts, ça va être les tips, ça va être les genoux. Et en gros, dessus, on faisait quasiment une séance entière où il y avait que ça. Comment faire pour que la zone de tunnel sur lequel le lutteur va s'engouffrer, qui est toujours des frappes qui pleuvent à cet endroit-là, est dissuadé et même que ce soit pour la dissuasion, que ce soit pour la frappe curative, qu'on puisse travailler dessus. Bah,
C'était quelque chose qu'on prévoyait. On prévoyait de mettre une zone de frappe où on n'est plus obligé de reculer parce qu'on savait que John Jones n'allait pas reculer. On avait prédit que John Jones ne reculera pas. Sa seule solution, ce sera d'entrer en avant, foncer en avant et faire une Shimaev, vraiment d'avancer sans en mode rouleau compresseur. Et en gros, on s'est dit, il va falloir bagarrer, il va falloir créer une structure sur laquelle on va lutter et imposer la lutte gréco-romaine au lieu d'avoir la lutte libre. Donc, le garder en hauteur, placer les uppercuts. Voilà un peu c'est quoi la stratégie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai oublié dessus? Non, c'est une anti-lutte dans un premier temps, avec des changements de direction très efficaces, euh, qui marchaient très bien pour le coup. C'est pour ça qu'il y a ce truc, cette petite amertume où tu sais que le gars n'a pas pu déployer et montrer tout ce qu'on a appris, quoi. D'ailleurs, c'est qui le brûle le plus, c'est qui le gêne le plus, Cyril, c'est ça. C'est, c'est, C'était ça, de se dire, dans un premier temps, mettre en essai John Jones sur les avancées. Il ne veut pas reculer. Nous, on ne veut pas reculer. On reste là. On prend quelques déplacements en angle mort, mais en plaçant des uppercuts dessus. Et puis, quand ça fonce, bah, on va garder la lutte en lutte gréco-romaine et en Muay Thai où on est sûr que Cyril a de l'avantage dessus et laisser empêcher John Jones d'aller sur la libre où il est désavantagé. Voilà ce qu'on avait vu. Gros travail sur les clés de talent. Extrême gros travail sur les clés de talent. Extrême gros travail sur quelques soumissions, notamment la guillotine. Gros travail dessus. Quand je dis vraiment gros travail, je parle du perfectionnement. Je ne parle pas de juger par moi ou je parle de juger par des personnes sur le terrain qui font de la compétition actuellement. On est d'accord que si en situation de compétition, Cyril est capable de placer une clé de talon ou une guillotine à un mec comme Devonte, on peut se dire qu'il a amélioré les choses et qu'il s'est amélioré. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le grappling et il y a le chain grappling. C'est le fait de lutter en chaîne et de pouvoir enchaîner. Il y a la lutte et il y a la chain wrestling. Et ce qui nous manque dans ça, dans notre mode de travail, ce qui nous manque chez Cyril, c'est de rendre ce qu'il sait déjà faire en chaîne de travail, pouvoir l'enchaîner plusieurs actions à la fois. Ça s'ajuste petit à petit et on y arrive. Mais bon, voilà, on a été short cette fois-ci. Dernier point, et pas des moindres, Fernand, la préparation, Cyril l'a évoqué. Toi, je t'avais posé la question avant le combat, est-ce que c'était optimal? Est-ce que vous étiez dans une situation où, mine de rien, un combat contre John Jones, ça ne se refuse pas? Non, ce n'est pas que ça ne se refuse pas, ça se cherche. Il ne faut même pas employer l'argument de ça ne se refuse pas, genre on nous a proposé. Non, on a cherché, on a demandé le combat. C'est pour ça que je le disais sur le précédent qui est dit, vous ne pensez vraiment pas qu'on y est arrivé avec la fleur, quoi. Enfin, vous doutez bien que je vous ai expliqué que la raison pour laquelle Reda Meptouche était à Las Vegas lors du combat de janvier de Nassourdine, c'était essentiellement parce qu'il allait aider Cyril à s'entraîner pendant que j'entraînais Nassourdine. Et c'est ce qu'on a fait, alors qu'on n'avait pas encore la confirmation de l'UFC. Mais on savait qu'on va chercher un combat. On savait qu'on va mettre la pression et harceler l'UFC pour qu'ils puissent nous donner le combat de John Jones. Donc, ce n'est pas le truc de dire un combat de John Jones, ça ne se refuse pas. Ce n'est pas, on a cherché. Si tu veux le refuser, tu ne vas pas le demander. Ok, ok. Tout ce qu'on est en train de faire Ouais, là, vas-y. toutes ces remises en question, Mhm. tous ces questionnements qu'on a, on peut les avoir aujourd'hui parce qu'on a perdu. Eh ben, c'est exactement ça. Parce que, ouais, On aurait gagné, tout ça n'existerait pas. Toutes ces questions, non. Je serais le plus grand coach du monde.
Ces Exactement, questions n'existeraient pas. exactement, exactement. C'est la règle du jeu. Vous allez voir, on va repartir dans un cycle tranquille, préparation, victoire en En octobre. septembre. Contre Donc, Curtis Blades, idéalement. et idéalement, et vraiment idéalement, sincèrement, pour répondre de bonnes questions, vaut mieux prendre des mecs comme Sergei Pavlovich, Curtis Blade, du solide, du solide. De toute façon, sinon tu recules, ça n'a pas de sens, idéalement. Et vous allez voir que quand ce sera passé ça, qu'on aura passé ce cycle-là, on va repasser en phase normale de tous les jours, d'amour normal, de beaucoup de sympathie. Et puis, il n'y aura pas tant que ça des élévations de voix pour dire que ça s'est bien passé. Et vous allez voir que le prochain rendez-vous qu'on aura avec les haters, les haineux, ce sera à la prochaine défaite. Il y a des mecs qui ne communiquent sur le MMA Factory et Fernand Lopez que lors d'une défaite. Il y a des mecs, ils disparaissent dans l'année, ils disparaissent. Ils ne parlent de rien, ils ne parlent pas de combat, ils n'ont pas eux-mêmes des activités, donc ils ne peuvent pas en parler. Le moment où ils vont rebondir et au moment où on va leur donner la parole, au moins ils auront droit à dire quelque chose. C'est encore une fois de plus, encore une fois, quand on va tomber sur une défaite. Dès qu'il y a une défaite, je mets ma factory, il y a tout le monde qui peut sortir, qui peut expliquer comment on a perdu, qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on doit faire. En tout cas, rendez-vous en septembre pour Cyril. Maintenant, on va aborder un nouveau. Je pense qu'on a fait le tour de toute façon sur cette UFC 285. Toi, t'avais rien à ajouter en particulier sur le. Ok, bon bah parfait. En tout cas, moi ce que je voulais dire, c'est que vraiment, il y a eu cette sensation de gros events pour l'UFC 285 qui était hyper impressionnant. Tu l'as dit en termes de billetterie, en termes d'ambiance, enfin c'était, on avait vraiment l'impression de faire partie de l'histoire du sport. Et c'est vrai que là, j'ai l'impression, moi je sais pas si toi tu l'as vu aussi quand tu suis les médias, mais c'est vrai qu'il y avait tout a été fait pour John Jones, et là aujourd'hui les gens ne parlent que de John Jones, alors que c'est vrai qu'on c'est en France évidemment parce que Cyril est français qu'il y a toujours ce focus qui est fait sur lui, mais tout du début de la Fight Week à l'après c'était John Jones all the way. Et toi d'ailleurs le combat contre Stipe Miocic, tu le vois comment, parce que c'est ce qui doit se passer en juillet prochain. Et je pense que Jones va participer. Tranquillement Oh, après ce qui s'est passé tranquillement, je sais pas, tu vois. L'OMA, l'OMA n'a plus de, on peut pas, on n'a aucune certitude. Je, je, L'OMA te rend humble. L'OMA t'explique la vie. Donc, hmm, au ok. bout d'un moment, non, je peux pas dire simplement. Je pense simplement que John Jones va être plus fort que Ok, Stipe. ok. Et donc maintenant, place à Ares 13. Comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, donc il y avait Ragnar contre Daniel Lanty. Hier, Ragnar a fait une vidéo Instagram déjà entrée dans la légende. En tout cas, il explique que Daniel Lanty ne va pas être présent. Il l'invite donc à se battre. Est-ce qu'on a des mises à jour là-dessus? Est-ce que si l'annulation venait à être maintenue, tu vas rebooker ce combat-là pour la deuxième fois, enfin troisième événement? Qu'est-ce qui se passe pour ce sujet-là? Pas sûr. J'ai l'impression que c'est une espèce de malédiction, ce combat. J'ai la flemme je sais pas. Mais concernant Ragnar, parce que c'est surtout, enfin, tu vois, moi quand j'ai vu sa vidéo, je sais pas si toi t'as pu la voir, c'est vrai que quand on voit tous les sacrifices que lui a pu faire et que, bah mine de rien, toi tu l'avais dit aussi, c'est pas, ça coulait pas de source que le gars devienne combattant pro. Est-ce que t'as envie de le mettre contre quelqu'un d'autre, ou là t'es en mode bon, on va peut-être abandonner ce côté-là aussi? Ah, certainement, on va trouver un moyen de lui mettre un autre adversaire, mais c'est un coup dur. C'est un coup dur pour ce combat-là. Hmm. On comptait beaucoup sur Daniel Lenti, c'est un coup dur. Donc, Et, et concernant Daniel Lanty, lui, tu le rebookeras aussi ou pas? non. Ok.
Non. Ok. Bon, bah voilà, on va avancer là-dessus. Et pour RS13, maintenant, quels sont les combats, Fernand, qui te hype? Tu en as parlé, il y a Damien Lapillus qui va partir à la conquête du titre. Est-ce Mhm. que là, il y a eu des discussions en particulier avec lui pour descendre de catégorie? Est-ce que c'est quelque chose là juste pour ce combat-là? Est-ce que... Non, c'est pas, c'est juste des doutes. Au début, je lui ai posé la question, tu penses vraiment que tu peux? Oui, je peux. Je peux descendre et je l'ai déjà fait. Il avait déjà fait. Il a déjà été champion du Bama à 66 kilos. Donc, c'est possible. Il est fort. Il sait le faire. Il sait descendre. Gros combat, gros match-up avec un mec qui est ultra déterminé. Il sort de l'UFC. Son objectif sera absolument d'amener Damien Lapillus au sol. Et Damien Lapillus, il fera tout pour rester debout. C'est un gros combat. C'est beau. Et Ibrahim Mané contre Monsieur Damien, Damiani, est-ce que là, c'est le vainqueur à son title shot? probablement. Je préfère voir comment ça se passe. D'accord. Je préfère attendre de voir comment ça se passe, mais les deux sont des contenders et c'est un gros combat devant l'éternel. Et est-ce qu'il y a d'autres combats en particulier là sur cette carte-là, donc qui aura lieu jeudi au Dôme de Paris? Euh, je suis emballé par le retour d'Emmanuel Dawa contre le Polonais. Ça me hype beaucoup ce combat-là de Papou. J'ai hâte de revoir le retour de Xavier Dessous, Michael Drogu, euh, Abou Younoussov. Ce sont des athlètes là qui sont beaucoup demandés à l'étranger. En tout cas, je sais que le PFL m'a approché pour ces athlètes-là. C'est des noms qui marquent beaucoup, notamment Abou, Michael Drogu. Voilà, c'est intéressant. Donc, voilà les quelques combats qui me hype sur cette carte-là, mais c'est Très bien, monsieur. Je pense qu'on a fait le tour. Eh ben, nickel. Bah, point très important. On va reprendre les questions à partir de la semaine prochaine parce que c'est vrai que là, on avait un petit peu négligé notre audience. Donc ça se passe en commentaire sur la vidéo. Là, je pense que les commentaires seront nombreux. Donc on a fait le tour sur l'UFC 285. Donc on se concentrera sur les questions hors UFC 285, bien évidemment, parce qu'on va pas en parler pendant des semaines et des semaines. Mais si vous avez des questions à poser à Fernand, ça se passe dans l'espace commentaire, on y répond la semaine suivante. Et je le rappelle, Ares 13 a lieu le jeudi 9 mars prochain au Dôme de Paris, comme à chaque fois. C'est diffusé aussi sur Canal+ Sport 360 en France. Si vous êtes fan de MMA et d'UFC, c'est sur l'UFC Fight Pass également. La boucle est bouclée? absolument. Allez, à la semaine prochaine. Merci à la majorité silencieuse, gros soutien et on ne lâche pas l'affaire. On sera là très bientôt avec des bonnes nouvelles. I'm fucking coming for you!